25% des décès en France, c'est les maladies cardiovasculaires. 20% les cancers, 15% les maladies neurodégénératives et c'est 10% les maladies respiratoires transmissibles. Et tu t'aperçois que ces 4 catégories sont liées à une forme de diabète. Un de mes associés qui avait ses enfants qui avaient une maladie qui s'appelle le mal de Méditerranée, qui est une maladie génétique qu'on retrouve beaucoup chez les séfarades, qui est une espèce de crise d'inflammation tous les mois. Ok. Une fièvre tous les mois. Et donc il avait du coup décidé de faire comme ses enfants. Et lui, il avait fondu, quoi. Et donc ça, toi, le voir lui, avoir un client qui me dise, mais tu sais, tu devrais pas reprendre le sucre après ton arrêt pendant le carême. Où Toi, t'avais commencé comme ça? En fait, je le faisais régulièrement pendant le carême, comme effort de carême, parce que c'était un vrai effort. Zéro sucre. Zéro sucre ajouté, toi. Zéro sucre ajouté. Et tu fais pendant un carême, celui d'après, puis tu es à quelques jours de devoir d'arrêter le carême, et tu dis ah bah super, bientôt je vais pouvoir reprendre mon sucre, et puis tu as ton client qui dit non, mais tu sais, tu devrais peut-être en profiter pour arrêter complètement. Tu veux regarder ce qu'a écrit David Servan-Schreiber là-dessus. Et puis tu dis David Servan-Schreiber, c'est ce livre que ma mère m'avait conseillé il y avait 1 an déjà, donc cette deuxième personne qui m'en parle, il faudrait peut-être que j'aille le voir, tu vois. Il faudrait peut-être que j'aille lire le livre. Et donc tu reprends pas le sucre, tu lis le livre qui te donne des bons éléments. Quelques années plus tard, tu vois la vidéo de Robert Lustig. Je sais pas si tu vois, c'est une vidéo d'1h30 où il fait tous les différents aspects du sucre, très très intéressant. Et puis quelques années après, tu vois une vidéo sur l'impact de la céréale sur la civilisation égyptienne. Tiens, merde, ça aussi, il va falloir arrêter. Tu le disais ça dans la première vidéo sur les pathologies cardiaques qu'on retrouve chez les Égyptiens. Chez les nobles qui, eux, consommaient plus de céréales, quoi. On retrouve sur tous les niveaux. On a retrouvé des momies avec des traces cardiaques, mais aussi dans des tombes d'ouvriers, on a aussi retrouvé ça. Donc, manifestement, oui, les problèmes cardiaques étaient un sujet constant chez les Égyptiens. Et chez nous, c'est la première cause de mortalité. C'est 25% des décès en France, c'est les maladies cardiovasculaires. C'est 20% les cancers, c'est 15% les maladies neurodégénératives et c'est 10% les maladies respiratoires transmissibles. Et tu t'aperçois que ces 4 catégories sont liées à une forme de diabète. Il y a des spécialistes des maladies cardiaques qui disent qu'ils n'ont jamais vu une crise cardiaque qui ne soit pas un diabète non diagnostiqué. Au moins non diagnostiqué. Sur la dernière formation que je faisais, c'était réguler sa glycémie naturellement, et donc je suis obligé de parler de cétogène et de carnivore diet et tout. Mais je donne quelques chiffres sur le diabète, et c'était hallucinant de voir combien coûte un diabétique par an. Et ça coûte pas très cher en soi, parce que tu te dis ça coûte 5 000 € par an. C'est les chiffres de l'INSEE. Un diabétique coûte 5 000 € par an. Donc entre Médoc, la destro, le rendez-vous chez le médecin. Mais vu le nombre de diabétiques, ça fait 22 milliards par an, quoi. Ouais. Et en France. Et au niveau mondial, c'est 1 trilliard 600 milliards. C'est ça que tu te dis, bon, quand on te dit, bon, bah, vous êtes diabétique à vie, ça arrange du monde, quoi. Oui, et puis, mais même au-delà, c'est une vraie croyance. C'est pas que business. Tu parles à un médecin aujourd'hui, il va te dire que non, mais le diabète, c'est à vie. C'est une maladie chronique progressive. Donc bah voilà, tu l'as et tu vas continuer à l'avoir, mon pauvre. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même diabète de type 1 ? Alors, diabète de type 1, c'est un autre sujet puisque c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune qui est principalement liée au gluten. Au principal. Après, tu peux mettre dans la catégorie du gluten l'ensemble des protéines animales
qui ne sont pas faciles à digérer, qui sont même quasi non digestibles. Donc tu peux y mettre, en fait, ce qui est au-delà le gluten fait partie de la famille des lectines. Donc c'est toute cette famille des lectines qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est graines. C'est la protection des graines en grande partie. Et ce sont des choses qu'on n'arrive pas à digérer pour une partie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à découper le polypeptide qui est cette protéine jusqu'à des formes d'acide aminé. Et du coup, tu te retrouves avec des polypeptides qui se promènent dans ton intestin, ce qui est une source d'inflammation extrême, puisque pour l'intestin, c'est considéré comme des pathogènes, puisque des polypeptides à certains niveaux de l'intestin, c'est des protéines non digérées. Il n'y a pas d'autre chose que des parasites qui peuvent être des... Donc ils les attaquent. Donc ils les attaquent, donc inflammation au niveau des intestins, qu'on retrouve en général du coup sur les affections de la peau et voire même des cheveux. C'est un peu une forme de compensation. Je suis agressé sur une partie de ma peau, j'ai l'autre partie qui réagit. Donc cette inflammation. Mais tu as aussi un autre sujet qui est le sujet du... Frédéric Lenoir qui a sorti un livre sur Jung, et ça tombe bien parce que j'étais très intéressé par Jung avec du fait de ce que Peterson en disait. Donc je me suis remis vers la psychanalyse. Ça m'a réconcilié avec la psychanalyse, Peterson et donc Jung, ce qui n'était pas le cas du fait de mes lectures de Freud dans le passé. J'aime beaucoup Jung. Bah écoute, il est fascinant. Faut quand même s'accrocher et lire chapitre par chapitre, enfin en tout cas pour moi, mais c'est absolument fascinant. C'est d'une profondeur qu'on retrouve pas justement chez Freud. C'est intéressant pour moi. T'as un truc qui est les faux scientifiques du 19e. Et Freud en fait partie, mais Pasteur en fait partie aussi. Donc des gens qui sont en fait des grands mystificateurs, des individus probablement un peu psychopathiques, un peu violents, un peu sectaires, et qui ont essayé de détruire autour d'eux tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux au lieu de les écouter, de les confronter et de s'améliorer. Et tu vois, en face, tu as leur némésis qui est lui en général celui qu'il fallait écouter. Donc dans le cas de Jung, c'est relativement admis à part la France. En France, on a encore on va citer dans 20% des cas Freud dans les thèses contre 1% au niveau mondial. Tu vois, il y a une surreprésentation de Freud dans les recherches françaises qui est hallucinante. Mais je pense que globalement Jung avait raison. Et tu vois, avec des sujets comme notamment la conscience, l'idée de l'inconscient collectif qu'on retrouve aujourd'hui dans des travaux qui sont faits sur des souris qu'on va torturer avec en même temps, tu vois, une lumière qui clignote ou un signal, tu vois, et 2 générations après, sans qu'il y ait eu de contact entre chaque, il y a toujours la lumière verte clignotante va créer du stress. Ouais, chez les singes, ils l'avaient fait aussi avec le seau et les bananes. Ouais, ça, j'ai entendu cette légende, je l'ai pas vue comme une vraie étude. Comme une vraie étude, mais elle existe peut-être. Hein, En tout cas, la souris est assez proche de toute façon dans les réactions, puisqu'on teste énormément de choses sur les souris avant de l'administrer à l'homme. Mais surtout, ce que ça montre, c'est qu'il y a des informations importantes qui sont transmises de manière génétique. Et pas socialement, et pas par l'apprentissage qu'on fait, etc. Donc c'est très important en fait. Ça veut dire que nos ancêtres nous lèguent des données importantes de survie via les gènes. Et vu qu'il n'y a que pour l'instant 1 à 2% des gènes qui ont été décodés en disant non mais ça c'est la double hélice, etc.
et il y a toute une partie qu'on ne sait pas expliquer, qui est portée dans le matériel génétique, et ça doit probablement comprendre justement les informations de fais gaffe aux araignées, c'est super dangereux, alors que les araignées sont plus dangereux pour les humains depuis très longtemps. Mais sauf peut-être en Australie, mais... Oui, même là. Tu vois, et combien de nos ancêtres sont vraiment passés en Australie, tu vois, je sais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un gamin de quelques mois va avoir peur d'un gant noir posé sur la table, qui risque d'assimiler à une araignée. Donc pour revenir à ce qu'on disait, c'était les lectines, donc qui sont une catégorie de protéines auquel appartient le gluten, mais tu as une autre protéine du blé qui s'appelle la WGA qui est elle aussi une lectine, et donc les trucs pauvres en gluten sont pas pauvres en WGA, donc c'est pas grave, tu échappes à la première lame, mais la deuxième tu la prends quand même. Tu la prends. Les lectines sont pas complètement digestibles, donc elles, outre ce qu'on vient de voir, c'est qu'elles se trimballent dans le système et qu'elles produisent de l'inflammation, génèrent de l'inflammation. Elles ont aussi cette capacité à s'accrocher sur les récepteurs des cellules du tissu endothélial, donc qui recouvrent les intestins. Et c'est probablement ça qui va amener au leaky gut, donc la perméabilité intestinale, parce que ces capteurs, quand ils sont saisis, ils ont cette façon de détacher les cellules entre elles. La plaque mucoïdale, c'est ce que les naturopathes appellent leaky gut. D'accord. Écoute, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est des projet une formation de mucus, quoi. Alors, tu as du mucus autour, oui. Tu as en fait, autour de chaque cellule, ce qu'on appelle des glycanes, qui sont des sortes de petites protéines qui font une ramification. Et en fait, envisager la cellule comme la double layer, la double couche de phospholipides qui sépare l'intérieur de l'extérieur, c'est très réducteur, parce que si tu n'envisages pas tous les glycanes qui se retrouvent autour de la cellule, c'est à peu près la même chose que d'essayer d'étudier ce que va faire un poulet en regardant un poulet déplumé, tu vois. C'est à peu près aussi parlant sur la façon dont fonctionne la cellule. Donc la cellule a des tas de petites barbes autour qui ont un rôle protecteur contre les pathogènes, et qui sont d'ailleurs très facilement abîmés par le glucose. Donc tu as encore une autre raison de pourquoi est-ce que le glucose va être en jeu, au-delà des problèmes de diabète avec les gens qui ont des problèmes cardiaques, au-delà des problèmes de diabète avec les gens qui ont des cancers, au-delà des problèmes de diabète avec des gens qui ont des maladies neurodégénératives. Tu as la question des diabètes qu'on a bien vu avec le Covid, puisque le diabète est la première comorbidité qui amène le Covid à être capable de tuer. Le Covid ne peut tuer personne à part des diabétiques en quelque sorte. Le multiple de chances que ça te donne d'aller à l'hôpital, d'avoir un diabète, c'est de l'ordre de 14. Okay. Donc pour donner un exemple, tu vois, la cigarette avec le cancer du tabac, c'est 7 le multiple. Donc toi, tu as 2 fois plus de chances d'aller à l'hôpital quand tu es diabétique avec un Covid que quand tu fumes avec un cancer du poumon. Donc il vaut mieux continuer de fumer, mais arrêter de manger du sucre, quoi. Ouais, probablement. Hein. Probablement. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nos ancêtres vivaient dans des huttes ou des grottes où il y avait de la fumée tout le temps. Hein, comme aujourd'hui, plus de la moitié de la population qui se chauffe et cuit au bois. Et qui, en fait, on estime qu'ils avalent à peu près 2 paquets de cigarettes par jour. Tu dis la moitié de la population ?
tous les pays en voie de développement se chauffent au bois, en fait. Ouais, toujours. C'est terrible, d'ailleurs. C'est ça qu'on devrait changer le plus possible. Parce que ce serait probablement mieux de leur donner un accès au gaz ou des choses comme ça. Ou à l'électricité, mais c'est pas forcément aussi bien que le gaz. Du fait du coût d'acheminement, etc. Bref, donc les protéines, notamment lectines, sont souvent mis en cause dans les leaky guts, la perméabilité intestinale. Perméabilité intestinale, c'est un bon moyen de développer des auto-immunes, puisqu'en fait tu vas laisser rentrer des pathogènes et ou des protéines dans ton système sanguin, et ça va déclencher une immunité contre des protéines nouvelles qui ne seront pas d'habitude là et qui peuvent se retrouver pour le coup dans ton système à toi, et contre certains pathogènes qui peuvent déclencher des réactions immunitaires parallèles sur des choses qui appartiennent. By the way, les lectines sont impliquées dans les maladies de type Parkinson. Alors, c'est embêtant parce que les lectines, on n'est pas capable de la digérer, donc comment ça se fait qu'on les retrouve au niveau du cerveau? Et là, c'est là où ça devient flippant, c'est qu'il y a des expériences qui montrent que les gens qui ont subi une section du nerf pneumogastrique ont beaucoup moins de Parkinson que les autres. Je trouve qu'il y a des opérations qui ont été faites où c'est assez donc les grand. protéines pourraient voyager à travers le système nerveux, quoi. Elles remontent le long du nerf, ouais. Ok. Elles sont pas digestibles, mais elles remontent le long du nerf de manière probablement mécanique. Elles sont adaptées à remonter le long de la gaine de myéline. Mais c'est comme ça qu'on pense qu'elles arrivent dans le cerveau. Ça, je ne savais pas. Ouais, et c'est flippant, hein. T'as des protéines qui Boum, montent. boum, boum. Et ça, c'est donc les lectines, c'est une protéine qu'on trouve très régulièrement dans les protéines végétales. Les protéines végétales, si tu veux, sont mises en avant comme étant le truc plus pur, plus sain, etc. Or, on sait qu'il y a à peu près 30% qu'on ne digère pas dedans. Et donc, ces 30% qu'on ne digère pas, ça va générer soit de l'inflammation, soit des leaky guts, soit éventuellement des mécaniques un peu plus weird comme celle qu'on évoquait avec la... C'est peut-être pour ça que les Indiens mettent beaucoup d'épices et donc se tapent des chiasses régulièrement qui permettent ce nettoyage des intestins. Alors, I don't know. Les Indiens, ça dépend lesquels. Ceux du Nord consomment beaucoup de viande. Oui. Non, les hindous. Et après, ils sont assez peu nombreux, et plutôt au sud, et plutôt plus petits et plus malingres, à ne pas manger de viande. Et c'est pas forcément complètement choisi, quoi. Mais c'est très intéressant les comparaisons ethniques entre deux groupes ethniques qui ont des modes de vie différents et qui vont avoir 20 cm d'écart de taille moyenne. Les Bantous, quand tu les compares avec les Maasai, c'est des cousins, hein. Et les Maasai ont une tête de plus, ils sont plus dynamiques, ils sont plus costauds. Mais ils ont accès à la viande et pas les autres? Les Maasai ne mangent que de la viande. Ok. Ils mangent de la viande, ils mangent le lait de leur bétail, et ils mettent du sang dans le lait de leur bétail. Donc ils font des saignées de leur vache. Exclusivement? Oui. Pas de racines, pas de fruits? Non. Pas de céréales? Surtout pas. Ok. Enfin, sauf ceux qui ont été pervertis. Mais là encore, c'est tout un sujet. Donc c'est un dentiste du début du XXe, Weston Price, qui s'était passionné pour les tribus primitives, qui a fait le tour du monde des tribus primitives et qui avait pris des photos, des clichés, notamment des dents, parce que ça l'intéressait beaucoup, mais pas seulement, la structure faciale et de la taille, etc. Et en fait, il montrait des tas de photos de peuples primitifs qui avaient, pour certains, été restés sur leur régime, et pour d'autres avaient été pervertis par un régime occidental. Et en une génération, on voyait des gens qui avaient une tête qui devenait beaucoup moins symétrique, des mandibules beaucoup moins fortes, des dents qui se chevauchent. C'est étonnant. Weston Price, ça fait partie des trucs qui peuvent
Mettre la puce à l'oreille. Convertir tout le monde dans l'idée qu'il faudrait arrêter avec ces histoires de céréales, quoi. Et bon. Donc, les protéines végétales, pas un bon deal. En plus de ça, très 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 compliqué à équilibrer en termes d'acides aminés. Puisqu'en fait, tu as besoin, donc tu as une vingtaine d'acides aminés et tu as besoin en principe de 9 qui sont essentiels. Et puis tu en as des semi-essentiels. Et semi-essentiels, ben, ça veut dire que tu les fais avec des essentiels. Et donc du coup, c'est un effort que tu demandes au corps en plus. Donc, c'est mieux de les avoir tous d'un coup, en tout cas les essentiels et les semi-essentiels. Toi, je pense par exemple à la carnitine dont tu as besoin, que tu retrouves dans la viande, mais que tu ne retrouves pas ailleurs et que tu peux synthétiser. Contrairement au chat qui lui peut pas les synthétiser, donc si tu lui donnes de la viande crue ça va, mais la viande cuite ça le rend malade. La carnitine, t'as besoin de vitamine C pour la synthétiser. Sinon tu peux si tu l'as déjà, tu la synthétises pas, donc t'as pas besoin de vitamine C. Donc tu as moins besoin de vitamine C quand tu manges de la viande en quantité suffisante que quand tu n'en mange pas. Et ça explique très bien que les Anglais utilisaient les citrons dans les bateaux pour lutter contre le scorbut. Les Français dans les campagnes napoléoniennes, ils distribuaient pas des citrons. Ils disaient, quand ils voyaient des cas de scorbut, ils sacrifiaient un cheval et ils le donnaient à manger à tout le monde. Donc c'était le cheval de bataille, mais tu as des traités médicaux de médecins des campagnes napoléoniennes qui expliquaient que ça marchait très bien. Donc, parce que la vitamine C est aussi en cause dans la synthétisation du collagène. Donc tu peux décider de manger du collagène ou... même si le collagène va être découpé avant d'être absorbé, etc. Mais t'as besoin d'une vitamine C pour le synthétiser dans un cas et pas dans l'autre. Et donc tu te retrouves en carence en collagène d'un côté et pas dans l'autre. Et donc carence en collagène font que tu as des dents qui tombent, tu as la peau qui se craquelle de partout, et tu vas pas passer une belle fin de vie tellement tu peux plus te contenir. Là, ça fait combien de temps que tu suis le régime carnivore ? Alors j'ai commencé en septembre, et ça fera 4 ans en septembre 2022. 2022. Donc nous, on avait fait une première vidéo en 2020, déjà. Ouais. Et là, je voulais faire la suite, donc 2 ans plus tard. Ouais. Donc j'étais à 1 an et demi à l'époque. C'était déjà 1 an et demi, tu me montrais les photos. Ce serait cool qu'on puisse les inclure pour celle-là, tu sais, où on voit cette perte de gras et même ce que la définition musculaire sans gros effort physique. Ouais. Je sais pas si j'avais déjà à l'époque, j'ai fait un petit montage où j'ai trouvé une photo de moi il y a 10 ans. C'est ça. Et donc, c'est il y a 10 ans que tu as commencé à arrêter le sucre déjà. Même un peu plus. Plus tard, enfin oui, le sucre j'avais commencé avant. Et donc effectivement, il faudrait pour être complet d'avoir une photo d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, où là j'étais à 85 kilos. Et donc la photo que j'ai... Pour 1 mètre ? Je suis à 1,76. Ok. Donc la photo que je vais te donner, c'est moi à 76 kilos. Donc j'avais déjà perdu 10 kilos en arrêtant le sucre en 2006 ou 2007. Et entre septembre 2019 où tu as commencé ? Ouais. Et maintenant ? Donc j'ai commencé en septembre 2018 le cétogène. Ok. Pendant 1 an. Et puis j'ai arrêté en 19 tous les... Ça 19 ? Oui. Non, c'est peut-être encore un peu plus tôt. Puisqu'on s'était en 20 qu'on s'était parlé. Et que ça faisait 1 an et demi. Donc c'est en 18. Donc en 17, je passe au cétogène, septembre 17. Jusqu'en 2018. En 18, septembre 18, j'arrête tout ce qui est... Alors, cétogène, je suis pas passé directement. J'ai commencé en début 2017 à arrêter les céréales, puis les féculents. Ça c'était janvier, puis féculents ça devait être
mai ou un truc comme ça. Et donc ma courbe de poids descend déjà à ce moment-là. Et puis j'arrête à la fin de l'été les derniers trucs que je prenais qui n'étaient pas cétogènes, qui étaient les mangues séchées et les fruits séchés. Qui ont beaucoup plus de sucre que le fruit frais. À poids comparable, oui. Oui. À poids comparable, bien sûr. Et donc à partir de là, en 3 mois, je perds presque 10 kilos, 9 kilos. Et je me retrouve à 66 kilos. Et un an après, j'arrête les fibres. Donc en fait, je pense qu'on avait parlé, c'était notamment la présentation, la conférence de Paul Mason, qui est un médecin australien très très intéressant. Il fait partie de ces gars qui vont chercher dans les recherches qui ont été faites avant la numérisation. Parce que maintenant, tous les travaux de recherche sont numériques et donc se retrouvent sur Google. Mais ça a commencé en 98 ou 96. Ce qui après 98, après 96, souvent c'est perdu dans les bibliothèques. Et pourtant il y a des travaux absolument extraordinaires. Il citait notamment dans une de ses conférences sur le mal de dos, des gens qui avaient mis des capteurs dans les disques intervertébraux et qui avaient fait porter des charges pour voir. Oui, c'est pas des expériences qu'on peut refaire de nos jours, on est bien d'accord. Mais qui existent, qui ont été faites et qui sont super intéressantes. Notamment, il en parlait dans une conférence plus récente sur le mal de dos, en expliquant que le disque intervertébral était très innervé. Alors que la plupart des gens le considèrent comme un disque de simple cartilage. Mais en fait, il y a une présence de nerfs très innervé et très hydraté, le disque aussi. Alors, il est hydraté nécessairement parce que t'as un cartilage que tu dois entretenir 75%. Et en permanence. Mais surtout, pour les gens, la plupart du temps, un cartilage, c'est un truc, voilà, c'est du collagène avec du et là, c'est plein de nerfs. Du calcium. Et en fait, tu as plein de nerfs. Et donc, il parlait d'une expérience où les gars, on l'avait réveillé sur la table d'opération, après avoir découvert ces disques intervertébraux. Et en grattant le disque intervertébral, on reproduisait exactement la douleur qu'on pensait être musculaire, mais qui en fait venait du disque. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, on ne sait pas d'où vient la douleur quand c'est un truc qui n'est pas normal. Quand c'est un truc, c'est le truc classique des gens qui ont mal au bras parce qu'ils ont une crise cardiaque. C'est pas le bras, c'est juste que ça ressemble au truc qui vient du bras. Parce que c'est un nerf qui est un peu le même. Et c'est le nerf qui passe par là. Donc, mais entre les disques, il y a les racines aussi nerveuses. Entre les disques, on savait, mais que le disque soit aussi innervé, voilà, oui, c'est vrai. C'est pas très souvent. On le voit pas beaucoup. Voilà. Bref, donc Paul Mason, super intéressant, sur plein de sujets, sur l'impact du soleil, c'est ça qui t'a aidé aussi, le mal de dos, etc. Et quand ce mec-là, qui te dit des trucs super intéressants, te dit, bon, alors les fibres, pas ouf, oublie. Il cite 2 expériences en principal. Une qui était faite avec des gens qui avaient des très fortes constipations et qui, selon la dose descendante de fibres qu'on donnait, voyaient tous leurs symptômes s'atténuer et disparaître complètement quand on était à 0 fibre. Mais c'est l'inverse de tout ce qu'on m'a raconté. Et puis, on nous dit de manger des fibres. Bah oui, parce que sinon tu vas être constipé. Le truc, mais pourquoi quand il y a un embouteillage, on va mettre plus de voitures et ça va améliorer l'embouteillage. Surtout que les fibres, ne sont ni assimilées, ni digérées, elles ne font que transiter, quoi. Alors elles sont souvent fermentées dans ton côlon, donc de ce fait elles produisent des méthanes qui sont assez agressifs pour la paroi endothéliale du côlon. Et donc du coup, la deuxième expérience faisait référence à ça, puisqu'elle montrait que, la deuxième recherche, elle montrait que plus les gens avaient consommé une quantité de fibres importante, plus ils avaient des polypes intestinaux. Donc là, tu vois, deuxième mythe, tu sais, si tu manges pas de fibres, tu vas avoir des cancers du côlon.
Ouais, tu vas certainement avoir des cancers de côlon si tu manges trop de fibres. Et on met les fibres, on classifie les fibres en diététique classique. Je sais pas si tu l'as vu dans le DU, mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça rentre dans les glucides complexes, quoi, les fibres. Alors oui, elles rentrent dans cette catégorie. C'est techniquement des glucides complexes. C'est non digestible, on le sait. Ça peut être fermenté par ta flore intestinale si elle est en bon état, etc. Et ce faisant, ça va très probablement endommager ton côlon et être à l'origine de tous ces cancers des côlons qu'on voit fleurir ces derniers temps. Et là, tu te dis, bon, j'arrête les fibres. J'arrête. C'est trop. En fait, en même moment, tu as Guntry qui sort son livre sur le plan de paradoxe, le paradoxe des plantes, dans lequel il a un raisonnement complètement biaisé, puisqu'il dit les plantes ne peuvent pas se barrer en courant, donc leur seule solution c'est d'empoisonner pour pas être mangé à tout va. Donc celles qui ont survécu jusqu'à maintenant sont celles qui ont par hasard produit un poison ou un autre qui fait que ça empêche leur prédation naturelle. Et donc il dit voilà, il y a des tas de substances qui vont être chacune des poisons pour les espèces qui veulent les manger, des antrinutriments, des neurotoxiques, des molécules qui t'empêchent d'absorber des molécules essentielles, comme par exemple tu as une molécule qui ressemble tellement au cholestérol qu'elle va être prise à la place du cholestérol et donc tu vas plus absorber le cholestérol, par exemple, ou d'autres qui vont s'accrocher à tout ce qu'il y a comme métaux dans ta nourriture et tu vas plus pouvoir absorber ni le zinc, ni le cuivre, ni le fer, etc. C'est un peu problématique. Et c'est fascinant de voir que il y a du magnésium dans tous les plantes vertes, et pourtant tu as beaucoup de gens qui sont déficients en magnésium. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous mangez pas cette plante verte? Ah bah ça, la salade, genre, manifestement, le magnésium reste scotché avec les fibres et n'arrive pas à rentrer dans le système. Alors, toi qui t'intéresses à l'assimilation, à la cellule et donc à l'assimilation cellulaire, il y a quand même un parallèle qui peut être intéressant à faire avec le diabète, puisque le diabète, c'est en tout cas le diabète de type 2, qui est une insulinorésistance, où l'insuline est encore produite par le pancréas, mais ne pénètre pas dans la cellule, entre les carences de vitamine D, de magnésium, de fer, même chez des populations, par exemple aux Antilles, où il y a de plus en plus de carences en vitamine D, alors qu'il y a une exposition au soleil. Au-delà de, comme tu dis, ce que la plante peut produire pour peut-être t'empêcher d'absorber, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce... Ok, j'ai peut-être beaucoup de magnésium, ou beaucoup de fer, ou beaucoup de vitamine D, mais ma cellule ne l'assimile pas. Alors, prenons ça dans l'ordre. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le leaky gut, comme tu dis, c'est-à-dire la perméabilité des intestins? Alors, l'apport en vitamine D par l'exposition, par la diète est très réduit, quoi qu'on fasse. Les seuls qui arrivent à en avoir suffisamment, c'est les Scandinaves qui prennent des poissons très très riches en vitamine D, des huiles de foie de morue, des choses comme ça. Enfin, pas des huiles, mais des foies de morue. Et c'est intéressant d'ailleurs de constater que eux, ils arrivent à avoir un statut de vitamine D suffisant. Alors qu'ils n'ont pas d'exposition au soleil. Alors qu'ils ont très peu et qu'ils sont très très au nord. Mais les immigrés africains, notamment éthiopiens, qui arrivent chez eux, ont été des très grosses victimes du Covid et ont souffrent de graves carences, mais en fait n'ont pas pris le régime alimentaire local. Ok. Donc voilà pour dire ouais, on peut prendre la vitamine D éventuellement, mais pas si facile. Après, l'exposition au soleil, c'est uniquement quand le soleil est au-dessus de 45 degrés et que tu es en dessous, exposé, que tu vas créer la vitamine D. Et la peau noire fait partie des choses qui vont limiter
ton intégration de vitamine D. Donc en fait, tu vas commencer à bronzer quand tu vas avoir suffisamment de vitamine D. Okay. La mesure, si tu veux, c'est de dire, quand tu restes au soleil de midi, et le temps qu'il te faut, enfin la moitié du temps qu'il te faut pour brûler, donc selon les peaux de chacun, c'est 15 000 UI de vitamine D. Ok. Donc ça veut dire que quand tu en prends 4-5 000 par jour, tu es encore très très loin de ce que ton corps est capable de produire quand il en a besoin. Et by the way, c'est probablement ça la bonne quantité qu'il faut prendre chaque jour en complément. 15 000 non, 4-5 000. Donc les Antilles, vitamine D, bah ouais, tu es au soleil, mais tu te caches quand même beaucoup du soleil. De même qu'en Espagne et en Italie, où tu te caches beaucoup du soleil, et qui sont des pays avec des très forts taux de carence. Après, tu parlais de l'assimilation cellulaire, du magnésium et du fer, etc. Ça pour moi c'est directement lié effectivement aux plantes qui t'empêchent d'absorber. Donc il y a plusieurs façons pour ça, pour les plantes d'absorber. Si tu veux, tu peux te nourrir avec des plantes et uniquement avec des plantes, c'est possible, mais ça te demande d'avoir développé des technologies pour désactiver les poisons qui sont dedans. Ce que l'Ayurveda fait très bien, mais c'est très complexe. Ce que font les peuples anciens qui ont eu à survivre sur ce genre de plantes. L'exemple, je ne sais pas si on n'avait pas la dernière fois, mais un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du maïs dans la civilisation maya. Donc les Mayas ont mangé pendant 5 siècles ou 6 siècles du maïs sans aucun problème. Et il se trouve que si tu manges du maïs, toi, sans faire le traitement, tu risques d'attraper ce qu'on appelle la pélagre, qui est une maladie qui principalement se manifeste par des problèmes de peau, et qu'on voit beaucoup ressurgir aujourd'hui en Afrique, parce que les Américains envoient de la farine de maïs dans l'aide alimentaire. Okay. Et qu'est-ce que fait le maïs quand il n'est pas bien traité ? Il va éliminer ou empêcher ou désactiver une vitamine qui s'appelle la PP, c'est-à-dire protectrice contre la pellagra, qui est la vitamine de mémoire B6. Je confonds toujours entre B6 et B3, donc je pense que c'est B6. Et donc qui s'appelle aussi la vitamine PP. Et donc cette vitamine est désactivée par le maïs. Intelligent. Comme ça, bouffe pas mon maïs et tu n'auras pas de problème. Et pour désactiver cette molécule, il faut que tu trempes ton maïs dans de l'eau basique, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle il y a beaucoup de cendres. Donc tu prends les cendres, tu mets dans l'eau, après tu mets ton maïs, tu fais tremper 1 heure, et puis après tu rinces, et puis après tu vas mettre à chauffer pendant... tout un process. Tout un process. Donc si tu es prêt à faire un process pour chacun des différents types de nourriture que tu veux prendre, et toi c'est pas juste tu les fais chauffer, c'est il faut comprendre que tu les fais chauffer de temps en temps avec du basique, de temps en temps avec de l'acide, etc. Mais je reviens sur ce que tu disais au début sur les pellicules des protéines végétales. Moi je connais un médecin ayurvédique qui est hindou et qui est végétalien depuis des années, mais qui a aucune carence et qui a 65 ans et sec et gainé comme un morceau de fer et qui fait des prouesses physiques, mais il sait exactement, par exemple pour les lentilles, il va les faire tremper, et pour chaque lentille, il va retirer la peau, il va les faire cuire avec certaines autres plantes qui vont créer un certain pH, mais c'est vrai que ça demande un PhD. Un PhD en fait pour pouvoir manger, quoi. Voilà. Et il passe la majeure partie de son temps dans la cuisine à faire des combinaisons alimentaires pour pouvoir tolérer tout ça. Exactement le sujet. C'est que c'est possible, mais... Voilà. Tu as le choix entre tuer une vache par an et par personne et vivre dessus. Donc tu te mets à 300 et on fait une vache par jour et puis on distribue entre les 300 et tu as l'équivalent d'une vache par jour par personne. Pardon, une vache par an et par personne. Et ta bouffe va littéralement prendre
10 minutes pour préparer, et puis 1 heure pour manger. Et voilà ton temps consacré à la bouffe. Par opposition à la culture très longue, qui demande beaucoup d'efforts pour éviter que les autres animaux viennent manger tes plantes pendant tout ce temps-là. Ce qui veut dire beaucoup d'animaux que tu vas tuer pour éviter notamment des lombriques, notamment des insectes, notamment des petits rongeurs, notamment des plus gros mammifères, notamment des oiseaux. Enfin, le tableau de chasse de l'agriculture et le nombre de produits phytosanitaires que tu vas devoir qui vont avec, qui sont juste une façon de le faire de manière économiquement rentable, parce que sinon il faudrait plein de gens pour courir après tous les criquets et tous les voilà. Mais donc oui, c'était ça. Ce que tu disais, et je veux bien qu'on le redise, c'est en termes de besoin de protéines par jour, par kilo par personne, une vache par an par personne suffirait. Voilà, donc pour reprendre à la base, on a besoin de, alors selon les sources, 0,8 à 4 grammes de protéines par jour et par personne. En fait, 0,8 c'est ce qu'il faut pour pas déclencher de carence, mais 2 est probablement plus proche de ce qu'on a pour quelqu'un qui a une activité physique correcte, etc. Donc 2 grammes par jour et par personne, c'est des protéines, c'est pas de la viande. Oui. Pas 2 grammes de chair, 2 grammes de protéines. Donc tu multiplies par 5 et tu te retrouves à 10 grammes de viande par jour et par personne. Donc à 70 kg, tu es à 700 grammes de viande par jour. Ça commence à faire un bon niveau de viande par rapport à ce que tout le monde consomme chaque jour. Moi je vois des gens qui disent ah oui, je vais me prendre une portion, et puis une portion pour eux c'est 150 grammes. Oui, parce que c'est la taille du steak en général. C'est pas beaucoup. Mais parce que c'est accompagné par d'autres choses, quoi, en général. Du coup, on doit compenser par d'autres choses. C'est ça. Donc, 700 grammes par jour et par personne, on est à peu près dans donc fois 300 jours, on est dans les 210, 220, 230 kilos. Et c'est exactement la viande qui reste sur une vache, hors les os, les organes ou ce genre de choses. Les organes on les mange, mais en tout cas hors les os, tu manges du cœur de bœuf? Oui, bien sûr. Oui, pas la tomate. Du cœur, du foie, des rognons, tout ça est très très bon. La cervelle, pas beaucoup de cervelle de vache, mais les cervelles de veau, ça se trouve, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Mais même l'intérieur des os, la moelle, c'est formidable. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en bientôt 4 ans, donc, de Carnivore Diet? Alors, d'abord, c'est pas une diète. C'est une hygiène de vie. Voilà, c'est un mode de vie. Okay. Parce que c'est pas un effort de attention, il faut que je mange pas assez. Je mange beaucoup. Je mange 500, 600, 700 grammes de viande par jour. Quand c'est pas 700, c'est compensé par la protéine qu'il y a dans les fromages, qu'il y a dans les jaunes d'œufs que je vais rajouter à ça, de la crème fraîche que je vais mettre dedans. C'est en général en une seule prise, en un seul repas. Alors, je fais souvent, je me fais un peu de bouillon de bœuf le matin avec 2 à 4 jaunes d'œufs et puis le reste en crème fraîche. Donc c'est un demi-litre comme ça que je prends souvent le matin. Après, je vais faire effectivement vers 13h, je vais prendre mes 700 grammes de viande, et puis après, éventuellement, je vais grignoter des bouts de fromage, des morceaux de fromage, ça là. Donc ça c'est le plus quotidien. Ce qui peut arriver, c'est que je sois invité à déjeuner, et donc du coup je vais prendre, comme je suis un gentil hôte, un gentil invité, je vais faire plaisir à mon hôte en prenant un peu de viande, et puis je vais rentrer chez moi et je vais me servir quelque chose, quoi. Oui, puisque les portions... Sauf si c'est la côte de bœuf. La côte de bœuf pour 2 et pour toi, et pour un seul. Voilà. Maintenant, c'est pas ultra pratique au restaurant parce que je mets quand même un petit peu de temps à la boulotter, et donc le repas prend du temps. Donc si j'ai 2 heures pour mon repas, je vais prendre ma côte de bœuf, mais sinon, comme il faut le temps qu'elle arrive, c'est pas idéal, quoi. C'est pas idéal.
Comment ça t'a impacté sur ta vie sociale? Écoute, moi, c'est pas eu de problème, mais je sais que c'est le principal point pour les gens qui font qui font du carnivore, c'est l'impact social. C'est devoir expliquer à tout le monde que non, mais c'est pas grave, et non, c'est pas dangereux. C'est passer pour un fou. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas beaucoup ça, quoi. Il y en a qui s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils le sont pas, mais il y en a qui ont des doutes. Qui ont besoin de la réassurance collective. Donc voilà. Donc, socialement, pas trop affecté. Donc socialement, tout le monde te regarde un peu bizarrement, mais si tu es habitué à ça, c'est pas grave. Mais vu que ça fait plus de 10 ans que tu étais déjà sans sucre et... Voilà, et puis que ça n'a pas commencé... ma singularité mon travail sur ma singularité n'a pas commencé à ce moment-là, donc il y a des gens qui sont plus facilement... et c'est très intéressant d'ailleurs, que j'anime une communauté carnivore sur Facebook, donc le groupe Régime Carnivore France, et on voit bien du coup les parcours des uns des autres. Et il y a deux grands parcours. Il y a ceux qui étaient dans une recherche pour des raisons médicales, et ceux qui étaient dans une recherche pour des raisons d'optimisation. De performance, par exemple? De performance, de savoir que son corps est au taquet. Donc moi je fais plutôt partie de cette catégorie, mais tu as des gens qui sont arrivés sur le carnivore pour lutter contre des graves problèmes de type maniaco-dépression, troubles bipolaires, de type dépression tout simplement, de type... juste avant qu'on enregistre, je te disais, pour les crises d'épilepsie par exemple. Alors oui, épilepsie, depuis les années 30, on sait que sur les trucs qui résistent au traitement, le régime cétogène est une bonne chose. Et après, il faut voir comment on fait un régime cétogène dans ces conditions qui étaient à l'époque pas forcément extraordinaires, parce que beaucoup d'huile végétale, beaucoup de fibres, enfin bref, des espèces de pas forcément suffisamment de viande, enfin. Mais en tout cas, c'est efficace de passer en cétogène. Donc cétogène veut dire que notre corps va principalement se nourrir de la graisse et pas du sucre. Et c'est quelque chose qui n'est possible que s'il n'y a pas trop de sucre dans le sang. Dès qu'on commence à avoir trop de sucre dans le sang, on passe à l'insuline pour que ce sucre soit absorbé par les cellules. Et donc ça qui va faire tourner les cellules pendant un temps. Si c'est pas suffisant, l'insuline continue à monter et donc elle va déclencher dans le foie des réactions qui rendent l'usage des acides gras très complexe, très compliqué. C'est-à-dire qu'en permanence, notre foie produit du sucre pour une partie du cerveau et des cétones qui sont un découpage des acides gras en très courtes chaînes pour qu'elles puissent elles aussi nourrir le cerveau, c'est-à-dire en étant suffisamment petites pour passer la barrière des méninges. Pourquoi l'OMS dit que le gras ne peut combler que 70 à 75% des apports énergétiques de l'organisme? Sur quoi ils se basent pour dire ça? Sur rien. Non, mais littéralement, sur rien. Il se trouve que l'OMS, il y a en fait, c'est pas l'OMS qui parle, c'est un labo de l'OMS qui a dit que... et qui est complètement infesté par des véganes, en fait, pour faire court. Donc des véganes éthiques et des véganes religieux, puisqu'il faut absolument avoir en tête qu'il y a un groupe religieux très très vocal qui s'appelle les Adventistes du 7e jour, qui a une présence mondiale et un agenda qui est de sortir... De céréaliser tout le monde. De sortir de la viande. Mais c'est d'ailleurs... Je crois que tu m'avais parlé Quaker Oats, c'est ça, c'est eux? Quaker, Kellogg's Cornflakes, okay. Weetabix, c'est trois marques qui appartiennent ou ont été fondées initialement par des Adventistes. Okay. Et normal, oui, on te dit de pas prendre la viande, mais on te donne des trucs en échange qui te permettront de subvenir. Donc les céréales de petit déjeuner, c'est Quaker, quoi. C'est le petit déjeuner
le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Il faut prendre des céréales. C'est un slogan publicitaire de Quaker. Ben, si on peut, on l'avait dit aussi hors caméra tout à l'heure, mais de parler de ces usines qui engraissent les vaches en les nourrissant exclusivement de maïs soufflé, quoi. Oui. Et de cornflakes. Alors, une des façons quand tu vas produire la viande, tu as un sujet qui est le faire le plus vite possible, comme dans toute industrie agroalimentaire. Donc par exemple les poulets, c'est formidable, si tu leur donnes des antibiotiques, ils vont pousser beaucoup plus vite. Super, donc il va y avoir des poulets qui vont grossir plus vite. Aujourd'hui, le temps de pousse d'un poulet par rapport à ce que c'était avant est complètement hallucinant. Hein. Et d'ailleurs, c'est les petits poulets qu'on mange. Hein. Il y avait un livre de recettes qu'un mec a retrouvé du 17e. C'était prenez un poulet de 7 livres. Non, de 14 livres. Ça fait quoi ça, 10 kilos 7 kilos. 7 kilos. Un poulet de 7 kilos, j'en ai pas vu souvent, quoi. Hein. Ça commence, c'est un bon gros poulet bien gras. Donc aujourd'hui, on a des petits poulets maigres. Mais au-delà de ça, tu as des vaches que tu vas nourrir au départ. Donc tu n'essaies pas de nourrir avec du lait parce que tu as besoin du lait, donc tu vas nourrir avec du lait en poudre. Parce que le lait en poudre, c'est le lait en excès qu'on a mis en conservation, qu'on a conservé en desséchant. Donc, tu vas reconstituer du lait avec du lait en poudre pour nourrir des veaux. Et puis après, ces veaux, une fois que tu vas les mettre en pâture un peu à l'arrache, donc du coup ça te limite à une bête par hectare, ce qui est pas beaucoup. Puis ils vont faire du surpâturage parce qu'ils vont rester plus de 3 jours sur un même lieu, et donc ils vont toujours privilégier la plante en train de repousser. Donc ils vont épuiser la plante, et donc il va y avoir des plaques de terre, et puis les herbes n'ont pas le temps de repousser. Et les mauvaises herbes vont prospérer parce qu'elles n'auront plus de compétition. Donc, la recette pour un désastre, tu laisses sur 100 hectares, une centaine de vaches se débrouiller. Elles vont se débrouiller. Hein, elles vont toujours revenir là où l'herbe est en train de repousser, parce que c'est vachement meilleur, et puis elles vont te laisser. Elles vont te ravager le champ, en fait. Donc ça, c'est la façon de résoudre ça, c'est l'élevage tournant dynamique dont on parlera après. Mais une fois que tu as fait ça et que tu as tes vaches qui ont pris une certaine taille, tu vas pendant 3 mois les mettre dans ce qu'on appelle des filotes, c'est-à-dire que tu vas les gaver pendant 3 mois avec tout ce qui gonfle le plus la bête, donc c'est les céréales. Donc tu vas leur donner des céréales à bouffer matin, midi et soir, et elles vont gonfler. Elles vont gonfler littéralement parce que c'est ça qu'on appelle la viande marbrée. C'est-à-dire une viande avec plein de gras à l'intérieur de la viande. C'est pas une bonne idée d'avoir du gras à l'intérieur de la viande, hein. C'est un signe qu'on va pas bien. Quand on va bien, on a le gras à l'extérieur. On a une bonne couche autour là, pour se protéger contre le froid, et puis pour avoir un stockage d'énergie. Mais avoir du gras à l'intérieur des muscles, c'est pas un très bon signe. C'est des morceaux de steak qui sont à la mode en ce moment, quoi. Alors le wagyu, le machin, etc. est en plein dedans. C'est-à-dire que ça à la poêle, grillé, c'est super parce que t'as tout le fondant du gras et tout le fondant dedans, etc. Donc oui, on aime bien, on vénère ces temps-ci la viande malade. Mais voilà, ça veut pas dire que la bête était en bonne santé. La bête était malade. La bête était aussi malade que les gens qu'on croise dans la rue avec un gros bide. Et est-ce que finalement le gros bide et chez les hommes le man boobs, c'est un signe de prédiabète ou de diabète? Oui, c'est en fait le prédiabète, c'est le tour de taille par rapport au tour de hanche. Tu dois pas avoir un tour de taille supérieur à ton tour de hanche, ou à peine. Mais là, tu vois des gens, à l'évidence, ils ont 2 fois le tour de hanche de la taille. Donc c'est le tour de ventre par rapport au tour au plus étroit, et en fait normalement c'est le plus étroit, c'est le tour du nombril. Donc ça vient de quoi? Ça vient du fait que à chaque fois que tu vas manger des glucides en quantité trop importante pour qu'elles soient prises en compte par les cellules,
Donc le signal d'insuline, comme on l'a vu tout à l'heure, continue à monter. Et donc ça demande au foie d'arrêter de produire des choses qui sont nécessaires en cétogène, qui ne sont plus nécessaires en mode glucovore. Donc en glucovore, tu as du sucre, tu veux le récupérer, enfin le dégager le plus vite possible, tu vas pas te mettre à produire du sucre en même temps. Ce que tu fais en temps normal. Pour nourrir ton cerveau, tu as à peu près 30 à 40% de l'énergie de ton cerveau qui va venir du sucre. Et ben pour nourrir ton cerveau, tu vas laisser ton foie produire à la demande les 150 grammes de sucre dont tu as besoin. Et tu vas mettre le reste, c'est-à-dire le cétone, des corps cétoniques, c'est des chaînes très courtes d'acide gras, et tu vas les envoyer vers le cerveau, ça va passer la barrière des méninges, et donc ce qu'on appelle les cétones, c'est la meilleure façon de nourrir ton cerveau. C'est ça qui donne cette clairvoyance qu'on ressent quand on fait 2-3 jours de jeûne. À partir du 3e jour, tu trouves une clairvoyance qui est le fait que tu es passé en système cétogène. Ou quand on fait du jeûne intermittent et qu'on reste sur cette partie... De côté en cétogène, c'est ce que tu ressens, mais c'est un truc qui est vraiment à l'inverse quand on mange trop de sucre. Exactement. Ou tu as forcément le crash après avoir mangé. Voilà, et on est dans le brain fog. On est dans un truc où on n'arrive pas à voir les choses clairement. La viande marbrée est la façon donc de forcer les bestioles à se nourrir très vite. Qui prennent du poids très rapidement. Et c'est très caractéristique des États-Unis en fait, d'avoir ces feedlots où on leur fait prendre beaucoup de poids en peu de temps. Donc c'est des viandes qui marchent bien en grillade parce qu'elles ont plein de gras dedans, etc. Mais donc qui sont très fondantes, mais c'est des viandes malades, quoi, donc c'est pas très sympa d'abord c'est pas une bonne façon. Donc ce que j'ai fait depuis 1 an, c'est que j'ai lancé avec un copain agriculteur un système qui est connu depuis longtemps en Nouvelle-Zélande et qui est pratiqué depuis quelque temps en France, qui s'appelle le pâturage tournant dynamique. Donc on a créé des espèces de couloirs dans le champ, et on met des fils électriques pour délimiter des carrés dans ce couloir, et on leur donne donc de quoi se nourrir pendant une journée. On vérifie d'ailleurs à la fin si on leur a donné trop ou pas assez en fonction de ce qui reste. Et on ne les fait pas retourner avant 20 jours au même endroit, donc l'herbe a eu le temps de revenir. L'inverse de ce que tu expliquais tout à l'heure. Ou quand tu laisses en fait, on essaie de reproduire ce qui se passe dans un troupeau qui doit constamment se bouger à cause des prédateurs, et puis qui remonte quelque part vers le nord au moment où tout est en train de refleurir, quasiment un peu au moment où les vaches arrivent, quoi. Donc une activité physique régulière et pas brouter la même herbe tout le temps. Voilà, surtout piétiner la terre, tout ravager, mais une fois, et puis laisser tout repousser entre-temps. Et nourrir la terre avec ses excréments. Donc le truc est très 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 intéressant, parce que les plantes, du coup, comme elles ont vraiment le temps de bien repousser, etc., elles vont avoir des racines de plus en plus profondes, donc elles vont résister de mieux en mieux à la sécheresse. Et puis les vaches, tu les fais rentrer au moment où il y a entre 5 et 20 cm d'herbe, parce que c'est cette partie-là dont elles vont se nourrir. Au-delà, c'est déjà trop tard, donc ça nous arrive de débrayer un couloir. Ça veut dire elles vont pas passer dans ce couloir, on va faire passer la faucheuse et on va le mettre en herbe pour l'hiver. Mais ça sert à rien de les mettre sur une herbe qui est trop haute. C'est marrant, on peut dire regarde, c'est super, de l'herbe vachement haute, ils vont avoir à bouffer. Non, ce qu'elles veulent, c'est cette partie-là. La partie là au-dessus du sol, Donc là, ce que tu me décris, c'est
une recherche d'avoir une viande de bonne qualité, où la vache vit aussi dans des conditions qui soient optimales. Elles sont entre elles, bien paquées comme elles aiment bien l'être. Elles ont une nouvelle herbe tous les jours, elles sont habituées, on fait avancer l'eau en même temps qu'elles. Donc on est loin de la vache qui est inséminée artificiellement pour lui forcer à prendre du lait, puis une fois qu'elle produit plus de lait, on la tue pour... Alors nous, on récupère ces vaches dites de réforme, Ouais. qui ont une vraie habitude de manger beaucoup d'herbes pour faire du lait, et qui, n'ayant plus de la faire, vont faire beaucoup de viande. Ok. Donc elles vont passer 6-9 mois avec nous, tranquilles, là où elles étaient avant. Dans les cas que nous on récupère, c'est des vaches qui étaient dans le système à l'herbe, donc qui se nourrissaient à l'herbe dans les champs et tétraient 2 fois par jour. Ok, donc on n'est pas sur les vaches dans les feedlots, comme voilà, tu dis. On n'est pas sur les Normandes qui sont dans l'étable et qui ont Voilà. jamais vu que l'étable. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de les mettre à l'herbe, parce qu'il y a une façon de se réhabituer qui est peut-être un peu plus longue pour nous. Donc comme tu dis, pour ceux qui regardent, c'est que c'est pas un carnivore diet, c'est un carnivore, c'est un mode de vie très général en fait qui va au-delà de simplement ce qu'on mange, quoi. Bah, disons que déjà se mettre au carnivore par rapport au régime standard, c'est déjà 100 000 fois mieux. Évidemment, si tu peux te mettre avec de la viande nourrie à l'herbe, c'est mieux. Mais tu vois, c'est une amélioration marginale par rapport à l'amélioration qui est de prendre tes 2 grammes par jour de protéines, et pour le reste, de n'avoir que du gras et pas de glucose à consommer, et de ne pas t'encombrer avec des fibres. Déjà ça, tu changes ta vie. Alors pour répondre à ta question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé? Moi, ça a changé sur mon sommeil. C'est-à-dire que je dors 6 heures sans problème maintenant, et je me réveille le matin tout seul. Là où avant, à 8h30, 9h, je commençais vaguement à émerger, et encore le week-end, c'était 10h30, 11h. Avec café avant? Avant, je prenais du thé vert, mais tu vois, je n'en prends plus. Okay. Mais donc c'est intéressant de se dire que finalement, j'avais un sommeil perturbé probablement par ma digestion, sans m'en rendre compte, que ça me prenait du temps et de l'énergie. Mais tu vois, après, j'ai pris de la masse musculaire. Donc comme je te disais, j'étais à 66 à l'issue d'un an de keto, et je suis maintenant à 70, donc j'ai pris 4 kilos, et c'est que de la masse musculaire. Sans effort physique notable. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait tu t'aperçois que tu as envie de faire de plus en plus de sport. Okay. Donc ce que je faisais depuis tout le temps, qui était monter en courant les escaliers de chez moi, donc c'est que au 6e étage, donc 2-3 fois par jour, monter 6 étages en courant, de faire un peu des torsions de tronc en même temps que je me lavais les dents tous les soirs, donc 2 minutes de torsion de tronc. Ça, c'est ajouter des choses, toi, que j'ai sédimenté. Donc là, toi, tu as une barre de traction. Bon, je me suis mis à faire 10 tractions par jour. Et puis, en fait, au fil de l'eau, je suis aujourd'hui à 60 pompes avant de me coucher le soir. Okay. Parce que tu as envie de le faire. Voilà. Parce que, tiens, why not, c'est pas un effort. Donc ça, c'est intéressant de voir que la plupart des gens de mon groupe carnivore là, que j'évoquais sur Facebook sont devenus sportifs même quand ils l'étaient pas vraiment. Et c'est là qu'on voit que des gens qui doivent perdre du poids parce qu'ils sont sous un régime finalement avec beaucoup de sucre et féculents n'ont pas envie, n'arrivent pas à se motiver à aller faire du sport. Voilà. Alors que ce serait un truc qui serait crucial pour eux, quoi. Certains ont une grosse volonté et ils le font, mais par l'effort de leur volonté. Donc c'est-à-dire que c'est de la volonté qu'ils ne peuvent pas mettre ailleurs, qu'ils peuvent mettre dans leur travail. Exactement. Mais certains le font. Et là, nous on se retrouve avec des gens qui ont été véganes,
anorexiques, enfin, qui ont eu des vrais troubles de comportement alimentaire et qui revivent en quelques mois et au point qu'ils deviennent des brutes en sport. Ok. Des gens qui n'ont pas couru depuis, enfin, qui n'ont jamais vraiment couru, et puis au moment où quelqu'un fait mais toi tu crois que tu pourras arriver à courir, bah je sais pas, je vais essayer, puis toi qui au bout de 2 heures avoir courir se dire faudrait peut-être que je m'arrête, tu vois, voilà. Okay. Donc ils décrivent beaucoup d'énergie Ils décrivent beaucoup d'énergie, ils ont récupéré la masse musculaire qu'ils avaient perdue, ils ont des articulations qui fonctionnent beaucoup mieux. Tu vois, une fois que tu perds ton inflammation dans les articulations, ça change beaucoup de choses dans ta vie, quoi. Une fois que tu n'as plus de problème d'auto-immunité, tu vas là encore avoir un vrai changement dans ta vie. Puisque les articulations qui s'enflamment, ça fait des cartilages qui se régénèrent pas bien, ça fait des tendons qui deviennent fragiles parce que inflammés. On connaît tous les tendinites et les problèmes que ça pose. Donc tu as tout d'un coup une alimentation où, comme tu n'as plus de fibres, tu n'as plus, et comme tu n'as plus de protéines alimentaires, tu n'as plus ces problèmes d'inflammation dans les systèmes intestinales, tu n'as plus ces fuites de la membrane, de cette perméabilité intestinale qui fait que tu avais des auto-immunes qui se présentaient. Et puis tu as à côté de ça réduit à zéro tout ce qui était glucides, tu es en cétogène en faisant ça. C'est un cétogène sans fibre en fait. Carnivore, c'est un cétogène sans fibre avec des protéines uniquement animales, donc 100% digestibles. C'est ça le truc. Techniquement, la définition. Quel serait l'inconvénient ou les inconvénients, pas hors social, on en a parlé tout à l'heure, pour certains, que tu pourrais décrire, si tu peux en décrire? Donc, ce qu'on peut décrire facilement, c'est les difficultés que rencontrent ceux qui rentrent dans le carnivore. Donc, elles sont de 2 ordres. Il y a le problème de passer dans le cétogène, et il y a le problème de la chiasse. arrêter les fibres. Alors, sur le premier problème, tu as des choses qui changent quand tu as pris zéro acide gras, zéro lipide, et que ça devient la base de ton alimentation. Toi, dans le cas du régime carnivore, tu as à peu près 70% de ton énergie qui vient de lipides. Ça fait beaucoup. Et en général, on mange beaucoup d'énergie. En carnivore, on est en général à 3-4 000 kilocalories par jour sans grossir. Ce qui est assez hallucinant sur cette notion de kilocalories. Tu vois, bref. Oui, les gens hallucinent parce qu'ils se disent si je bouffe du gras, je vais grossir, quoi. C'est l'inverse, c'est bouffe du sucre et tu auras du gras. Voilà. Et bouffe du sucre, tu auras du gras, tu auras toujours faim. Bouffe du gras, tu n'auras plus faim et tu seras grossir. Ouais. C'est paradoxal. C'est un peu le rêve, quoi. Donc, tu vas sur le cétogène, ça veut dire que tu demandes à ton corps d'arrêter de traiter de créer de l'insuline à gogo. Tu vas produire un peu d'insuline pour faire rentrer les protéines et les sels minéraux dans la cellule, mais c'est juste un tout petit pic au moment du repas. Tu vas avoir ton foie qui va se mettre à produire le sucre dont tu as besoin pour ton cerveau, pour tes hématocrites et pour les cellules des yeux, les endroits où il n'y a pas de mitochondries, donc il y a besoin d'une forme d'énergie qui va être par fermentation. Donc au passage 2 kilocalories par gramme au lieu de 4 pour le sucre en oxydation et de 9 pour les lipides. Donc tu vas avoir le glucagon qui est le pendant de l'insuline dans les cellules bêta du pancréas qui va arriver au fur et à mesure que... Des îlots de Langerhans. C'est vieux sujet, hein. Donc tu vas avoir ce glucagon qui va monter pour demander à ton foie de produire plus de sucre.
Et donc tu vas toujours être avec le bon niveau de sucre parce que ça va venir par le bas. C'est pas tu prends trop de sucre et puis tu demandes à l'insuline de le réduire, c'est j'en manque un peu, donc à chaque fois je vais demander par le glucagon une production, donc ce qu'on appelle une néoglucogénèse, c'est-à-dire que tu vas créer du glucose à partir principalement de la colonne vertébrale, enfin le backbone, c'est la colonne vertébrale de triglycérides. Donc les triglycérides, c'est des acides gras qui sont reliés entre elles par un glycérol, et ce glycérol est assez facile à transformer en sucre. Dans certains cas, ça peut t'arriver de le faire avec les protéines, mais ce n'est pas parce que tu as des protéines que tu fais du sucre, ce n'est pas parce que tu as du glycérol que tu fais du sucre, c'est parce que ton glucagon te demande d'en produire. C'est tiré par la demande. Et donc tu vas en produire 100-150 grammes par jour assez facilement pour tes besoins internes. Tu vas y ajouter les cétones, donc c'est le découpage très, très petit d'acides gras qui donne son nom au régime cétogène. Et ces cétones vont nourrir, vont subvenir à 60-70% des besoins du cerveau de manière assez parfaite. C'est-à-dire avec une consommation très limitée d'oxygène et un rendement très très fort. Maintenant, il y a adaptation nécessaire à deux niveaux. Au niveau de l'absorption et au niveau de la respiration cellulaire. Donc au niveau de l'absorption, ta bouche va détecter l'arrivée d'acide gras et va demander à ton foie de produire de la bile. C'est compliqué à produire de la bile. Et puis cette bile va aller dans ta vésicule biliaire, qui est une forme une petite poire assez musclée, et qui va injecter dans le haut dans le duodénum, le haut de l'intestin grêle, cette bile qui est en fait un produit qui va émulsifier la graisse, donc les acides gras, pour qu'il soit du coup beaucoup plus soluble dans le liquide qui vient de ton estomac, qu'on appelle le chyme. Donc pourquoi c'est important? Parce que tu vas avoir en même temps des sucs pancréatiques qui vont arriver pour découper la graisse, et donc si toute ta graisse est en surface, tu vas pas avoir le même usage tu vas pas avoir le même usage de ces sucres pancréatiques qui sont là pour t'aider à découper à réduire la taille de tes acides gras pour qu'ils soient juste la taille nécessaire pour rentrer dans le système. Alors ça va rentrer dans le système pas du tout comme le glucose ou les protéines, c'est-à-dire ça va rentrer de manière beaucoup plus simple, et ça va aller non pas dans la veine portale qui va amener au foie, comme c'est le cas du glucose et des protéines et toutes ces choses. En fait, les acides gras vont passer sous forme de kilomicrons dans le système lymphatique. Donc le système qui est chargé de drainer l'eau qui s'est échappée du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, c'est des artères qui se séparent en plus petits jusqu'à aller à des capillaires, et puis tu as d'autres capillaires qui ne se touchent pas, de veineux, et donc entre les deux tu as l'espace intercapillaire dans lequel tu as de l'eau qui va se perdre, et pour le ramener ça va être le système lymphatique, et ça va aussi héberger une grosse partie du système immunitaire, et donc c'est ce système lymphatique qui va récupérer les kilomicrons, donc qui sont une espèce d'enveloppe dans laquelle se trouvent des acides gras et des triglycérides, et qui va les déverser directement au niveau du cœur, et qui vont être utilisés tout de suite par les cellules, mais aussi transférés par le foie dans des LDL qui sont souvent mis en cause dans les analyses de sang, etc., comme étant le mauvais cholestérol. Alors, c'est pas bon ni mauvais, c'est des transporteurs.
sont des transporteurs, c'est-à-dire des sortes de péniches qui vont transporter dans le sang des acides gras qui sont normalement sinon des petites gouttelettes, donc tu n'as pas envie d'avoir des gouttelettes de gras dans ton sang. Tu vas avoir donc des enveloppes de phospholipides qui vont transporter ton triglycéride, ton cholestérol et éventuellement tes vitamines liposolubles. Pourquoi il y a un excès de transporteurs alors, c'est une bonne question. Chez certains, comme les gens en cétogène et en carnivore, tu as un excès par rapport aux autres parce que tu transportes beaucoup d'acides gras. Mais, donc sur un bilan sanguin, on peut voir un excès de... sur un bilan sanguin de carnivore, tu vas avoir un excès de LDL, mais tu vas avoir une quantité très raisonnable de triglycérides. Et en fait, le vrai marqueur, c'est le total. C'est total triglycérides par rapport à total HDL. Donc le LDL transporte depuis le foie jusqu'aux organes, mais le HDL fait plutôt la navette entre les organes pour équilibrer. Et donc un niveau élevé de HDL, qu'on souvent on appelle le bon cholestérol, mais qui est juste un transporteur, hein. Donc un niveau élevé de HDL avec un niveau faible de triglycérides et le bon équilibre à trouver, parce que c'est grave d'avoir beaucoup de triglycérides dans le sang, parce que c'est de l'énergie, et l'énergie n'est pas supposée être dans le sang. Donc voilà. Elle est censée être stockée ou utilisée. Voilà. Et maintenant, ce qui est vrai, c'est que si tu as un problème métabolique, tu vas avoir un taux élevé de triglycérides et un taux élevé de LDL. Alors pourquoi est-ce que tu as des LDL en trop dans ce cas-là? C'est pas parce que tu transportes beaucoup c'est pas parce que tu utilises beaucoup de gras, parce qu'en général tu le stockes quand tu es en mode justement glucovore. En fait, le sujet, c'est que tu vas avoir des glucoses élevés dans le sang, parce que ton insuline ne va pas suffire à éponger à toute vitesse le sang qu'on a. Alors, pour donner un exemple pour donner un ordre de grandeur, tu sais que la norme du glucose dans le sang, c'est 1 gramme par litre. En fait, c'est un peu moins chez les cétogènes. 1 gramme par litre, ça veut dire que tu as 5 litres dans le sang, donc 5 grammes dans tout ton système sanguin. Quand tu 5 grammes. Voilà. Quand tu prends une petite dosette de sucre dans le café, là, c'est 15 grammes. Et bouf, tu multiplies par 4, tout d'un coup, le taux. Oui, donc si tu commences à rajouter le coca, tu commences à rajouter... Plomb. Le pain, plomb. Voilà. Les pommes de terre, plomb. Le petit dessert à la fin, plomb. Donc oui, le corps, c'est une stratégie pour lui quand il n'arrive plus à balancer dans les cellules le sucre, ou que tu n'as pas l'activité physique nécessaire pour le brûler, de le transformer en comme gras, il peut, en gras. En gras essentiellement, d'où ces triglycérides qui montent au taquet. Et ça, malgré tout, il ne va pas réussir à le faire suffisamment vite, parce qu'on bouffe tout le temps du sucre et on est tout le temps avec un excès de sucre dans le sang. Donc, puisqu'il ne va pas réussir à le brûler, puisqu'il ne va pas réussir à le dégager, il va y avoir trop de sucre dans le sang qui va du coup s'attaquer un peu à tout. Donc notamment, le truc qu'on utilise dans les examens de sang pour mesurer ça, c'est l'hémoglobine glycolysée, le HbA1c. Et ça, c'est... qui apparaît que depuis très peu sur les bilans sanguins. Enfin, depuis très peu. On le faisait pas avant. 4-5 ans, quoi, disons. Maintenant, effectivement, c'est devenu un truc standard, parce que c'est comme ça qu'on mesure c'est comme ça, c'est un des moyens qu'on utilisait pour déceler le diabète. C'est-à-dire, oula, tu as de l'hémoglobine qui a des glucoses qui s'est collé, ça représente plus que 4,5-5, c'est donc que tu rentres dans du prédiabète. Ça dépasse 6-7, tu es diabétique, et ça peut monter jusqu'à 12 chez certains. Donc tu as du coup du sucre qui se colle, du glucose qui se colle à des structures, donc notamment l'hémoglobine. Mais si ça se colle à l'hémoglobine, ça va se coller à 2 autres endroits qui sont pas cool. Ça va se coller
au fameux glycane qui entoure les tissus endothéliales de la tunique, de la paroi des artères. Donc, ça va permettre à beaucoup plus d'infections d'attaquer l'artère, et donc on va se retrouver avec des problèmes cardiovasculaires. Et puis, ça va s'attaquer à des LDL qui, du coup, quand ils vont arriver au niveau du foie, ne vont plus être reconnus par le foie comme étant des LDL, donc vont se vider petit à petit de leurs lipides, de leur graisse, de leurs triglycérides et de leur cholestérol et de leurs vitamines liposolubles, c'est-à-dire vitamine D, B, et puis non, B c'est hydrosoluble, c'est D, ADE, je crois, ADE. Peut-être, je ne saurais pas dire. Bah, donc A c'est sûr, D c'est sûr, et E je pense que c'est ça. Oui, je ne sais pas ce que ce serait d'autre. Peut-être tu as aussi les K qui doivent être des liposolubles. Bref, tu as des LDL qui sont complètement vides, qu'on appelle very LDL, very low density lipoprotein. Et celle-là, quand tu en as trop comme ça, c'est bien le signe qu'en fait tu as été avec beaucoup trop de sucre dans le sang, et c'est des lipoprotéines qui vont essayer de se porter au secours des inflammations, des agressions, des pathogènes qui attaquent par exemple des vaisseaux sanguins, et donc ils vont arriver par l'extérieur de l'artère, hein. C'est-à-dire que tu vois, on a l'impression que c'est le LDL qui circule à l'intérieur de l'artère qui voit un problème et qui rentre dans le tissu de l'artère pour apporter du cholestérol et autres pour combattre. En fait, non, c'est les vaisseaux qui irriguent l'artère, qui est un muscle, qui contient un muscle, donc qui a besoin d'être irrigué en permanence, qui vont envoyer des choses depuis cet extérieur vers l'intérieur. Okay. C'est intéressant parce que c'est pas l'image qu'on en a. Et du coup, ça combat, tu vois, cette idée que si tu as trop de cholestérol dans le sang, ça va rentrer à l'intérieur, etc. Non, c'est le cholestérol est là parce qu'il y a une inflammation et qu'on cherche à combattre cette inflammation. Oui, le cholestérol fait une sorte de pansement. Il fait partie des moyens de défense. Donc il fait partie des pompiers. Et donc c'est pas parce que les pompiers, à chaque fois qu'il y a un feu, que ce sont les pompiers qui allument le feu. On confond. Mais donc dans ton bilan sanguin, tu vas éventuellement faire attention aux LDL s'ils sont vraiment mesurés comme tels, et alors que souvent ils sont calculés. Et donc du coup, on n'est pas capable de te dire quelles sont la part des mauvais LDL, c'est-à-dire ceux qui sont glycolysés, et ce qu'on voit par le fait qu'ils sont de très petite taille. Mais donc sinon, avoir beaucoup de LDL en bonne santé, quand tu as beaucoup de gras comme source d'énergie, c'est tout à fait légitime. Et en revanche, ça fait partie des problèmes du régime carnivore, puisque tu as des gens qui vont voir leur médecin, et leur médecin qui va dire oh là là, vos LDL sont partis. C'est au plafond. Ah ouais, moi j'ai un médecin qui m'a dit vous avez du beurre dans le sang. Okay. Ça m'en a fait bouger une sans toucher l'autre, comme disait Chirac, parce que je voyais bien qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Je lui avais d'ailleurs demandé si elle pouvait me faire une ordonnance pour aller faire un test calcique. Elle ne savait pas ce que c'était, donc elle a fait Google comme tout le monde, et elle s'est dit ah oui, bah, apparemment ça a l'air d'être très intéressant comme test. Ouais, je vous confirme. Donc c'est un test où tu regardes tu fais une radiographie de ton artère coronaire, et tu vas compter le nombre de points de calcium que tu vois dedans. Okay. Et selon le nombre de points, ça te donne ton risque cardiaque. Okay. Donc à faire, en fait. À partir de 45-50 ans, il faudrait que tout le monde le fasse. C'est quoi le nombre de points à ne pas dépasser ? Alors à partir de 100, tu as tout un graphe qui te dit à partir de 100, voilà. Et donc moi je suis allé le faire, et j'étais à 0. C'est-à-dire que j'ai des artères de quelqu'un de moins de 35 ans. Ok. Bon, pour quelqu'un qui mange de la viande tous les jours depuis 4 ans. Et qui a du beurre dans le sang. Donc,
Donc, si tu veux, ça me faisait bien rire. Tu lui as ramené après le test? J'ai essayé de lui expliquer, mais elle était dans un autre monde, quoi. Elle était dans un autre monde, une autre compréhension des choses. Donc en substance, le premier sujet quand tu te mets au carnivore, c'est que tu as besoin d'avoir un système pour absorber le gras qui soit en bon état. Donc tu as des gens qui ont endommagé leur vésicule biliaire à force de ne pas l'utiliser. Donc la vésicule biliaire, elle va faire des calculs. Et les gens qui n'ont plus de vésicule, c'est souvent les gens qui ont fait des calculs biliaires. Et donc c'est des gens qui n'ont pas utilisé suffisamment la vésicule biliaire. Et du coup, cette vésicule biliaire va se trouver en déshérence. Mais c'est principalement parce que ils l'ont pas suffisamment utilisé. Et on peut faire un carnivore diet même si on n'a plus de vésicule? Oui, ce que ça pose comme problème, c'est que tu as moins la pulsion, donc il va falloir que tu manges par plus petite quantité. Okay. Tu vas pas faire comme on l'a fait, un repas complet en une journée, quoi. Pour une journée. Probablement. C'est-à-dire que c'est pas la vésicule qui produit la bile, elle ne fait que la stocker pour l'envoyer un peu en masse au moment où il y a besoin. Donc du coup, tu vas fragmenter tes repas. L'autre problème, toujours lié à la bile. Donc la bile, c'est un produit complexe à produire pour le corps. Et donc la façon de voir ça, c'est qu'elle est réabsorbée à 99% par l'intestin grêle au fur et à mesure de son passage. Okay. Et recyclée. Quand tu recycles un truc, en général, c'est que t'as pas envie de t'emmerder à le refaire. Et il se trouve qu'il y a un truc qui t'empêche de le recycler, c'est la fibre. Chaque fois que tu manges des fibres, ça emporte la bile. Et tu peux pas la... Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu en as certains qui mangeaient déjà du gras, mais avec des fibres. Si tu enlèves la fibre, ils vont produire des doses un peu trop importantes de bile. Et qui peuvent être écœurantes ou... Alors, elles vont descendre jusqu'au niveau du côlon. Ouais. C'est très agressif pour le côlon, donc le côlon va faire une purge. D'où la fameuse chasse de ceux qui sont en transition. Voilà. Et les gens en transition peuvent avoir une trop grosse production de bile, puisqu'ils produisaient pour compenser le fait que la fibre allait leur en enlever une partie. Et du coup, tu vas te retrouver avec, dans certains cas, des diarrhées assez carabinées, assez explosives en fait, pas douloureuses, pas dangereuses, mais embarrassantes. Surprenantes. Embarrassantes et surprenantes si tu te laisses surprendre. Donc l'explication, c'est tu as trop de bile qui arrive du coup dans le côlon et qui se fait éjecter. Et la solution, dans certains cas, c'est de couper les fibres plus progressivement. Et il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est d'éviter de boire de l'eau, et notamment de l'eau froide et glacée pendant le repas. Ce qui a comme tendance de pousser un peu plus de liquide vers le côlon et donc de créer un peu plus vite des agressions avec la bile. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est celui de l'absorption. Après, tu as le deuxième sujet dans l'adaptation au cétogène, qui est au niveau de la respiration cellulaire. Tu as besoin d'avoir une production suffisante d'enzymes pour procéder à toutes les étapes de la bêta-oxydation. Donc quand tu absorbes des acides gras, ils arrivent sous forme de triglycérides dans le sang, ils se découpent en acides gras et en glycérol avant de rentrer dans la cellule. Et donc tu as des acides gras qui arrivent dans la cellule, qui vont assez facilement rentrer dans la mitochondrie en se combinant avec de l'acyle-CoA. Et donc en formant, selon le type d'acide gras, un palmacyle ou un palmacyle-CoA, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un palmacyle, tu as 18 carbones, et puis tu as un groupe
acide, donc un OH et un cofacteur A, un coenzyme A. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que tu as ce petit groupe d'oxygène, hydrogène plus coenzyme A qui vont être attachés à donc 18 carbones qui ont des hydrogènes des deux côtés. Et tu vas commencer par avoir une enzyme qui va te permettre d'enlever, d'arracher deux hydrogènes. Et donc ça va te faire un double lien carbone entre le alpha et le bêta, entre le premier et le deuxième. Puis tu vas avoir de l'eau avec une enzyme qui va remettre un OH et puis un H. Et puis tu vas avoir du coup une molécule bien plus équilibrée qui va pouvoir se cliver avec un coenzyme A qui va se mettre là. Et tu vas te retrouver finalement avec la même chose qu'au départ, moins 2 carbone. Ce qui fait que tu vas avoir d'un côté un acétyl-CoA qui peut rentrer dans ton cycle de Krebs, et de l'autre côté un C16 au lieu d'avoir un C18. Et tu vas découper comme ça, tu vas recommencer à découper. Donc tu as besoin de 4 enzymes qui t'aident à faire le découpage en énergie primaire qui est l'acétyl-CoA, ton stock d'acide gras. Ça, c'est au niveau cellulaire. Ça, c'est dans le niveau respiration cellulaire. De respiration cellulaire, c'est-à-dire ça se passe à l'intérieur de la mitochondrie pour transformer en ATP, en rechargement d'ATP, l'énergie qui est implicite dans chacune de ces molécules de nutriments. Ça sent les discussions avec Hervé Thomas. Alors, on discute beaucoup avec Hervé, on se voit 2 fois par semaine pour préparer un livre sur la mitochondrie. Sérieux? Oui. Non mais attends, tu mets 2 furieux ensemble, tu vois, pas fait exprès, ça s'arrête pas comme ça. Hein, donc on a des sujets, on a des sujets passionnants sur la mélatonine, on a fait des discussions avec Jean-Marc Sabatier que j'évoquais tout à l'heure, sur les causes du cancer, les causes du Covid, qui d'après Jean-Marc sont liées essentiellement à la protéine spike. Donc la protéine spike, tu as ton Covid avec des spikes qui entourent autour, et il se trouve que ces spikes servent à s'accrocher à la cellule pour pouvoir être absorbés par la cellule et délivrer à l'intérieur l'ARN messager qui va donner l'ordre à la cellule de reconstruire, de produire l'ensemble des choses qui sont nécessaires pour faire des nouveaux virus. Et pour s'accrocher, alors c'est un truc qui est fabuleux, là, qu'on doit au professeur Fantini, tu as dans ta spike, tu as une double fonction. Une première fonction qui est de s'accrocher sur des radeaux qui sont à la surface de la cellule, et puis une fois que tu es accroché, tu vas essayer de te verrouiller sur une enzyme qui te sert de clé pour entrer. Et cette enzyme s'appelle la CE2. C'est l'angiotensin conversion enzyme type 2. Donc c'est en gros pour l'angiotensine 2, on va la convertir dans quelque chose qui est beaucoup moins, qui est inerte, qui s'appelle l'angiotensine 1,7. Or, si tu n'as plus la CE2 parce qu'elle a été désactivée par le spike de ton virus, et ben tu vas avoir de l'angiotensine 2 qui ne va pas se transformer en 1,7, et donc tu vas avoir une montée de ton taux d'angiotensine 2, et ça on sait depuis longtemps ce que fait le fait d'avoir trop d'angiotensine 2. Ça fait de l'hypertension, ça fait des thromboses, ça fait des affectations au niveau du cerveau, ça fait des myocardites, ça fait toutes les maladies qu'on voit actuellement autour du Covid et autour du vaccin, puisque le vaccin, c'est pas un vaccin, c'est une substance, et puisque cette substance... Oui, parce que tu n'es pas anti-vaccin au départ. Non, il y a des vaccins super efficaces. Et il y a des trucs qui ne ressemblent pas, qui ne sont pas qu'un vaccin, qui sont un produit qui cherche à faire rentrer dans la cellule
un fragment pour qu'il produise une molécule qui va servir à vacciner. Et c'est à ce moment-là que ça commence à ressembler à un vaccin. Avant, c'est un procédé d'ingénierie génétique, qui est un truc un peu... Et notamment, on ne sait pas à quel point tu vas réagir, c'est à quel point tu vas produire beaucoup ou peu de spikes, qui vont servir à immuniser après. Et elles vont servir à immuniser, mais elles vont aussi, bien entendu, s'accrocher sur la CE2. Et donc, elles vont contribuer à monter l'angiotensine 2. Et elles vont donc faire exactement les mêmes effets que ce que le Covid faisait. Quand c'est pas un Covid, donc, parce que myocardite ça donc myocardite, donc des cancers, puisque trop d'ACE2 ça fait du cancer, ça déclenche les cancers. Donc inflammation, voilà, tout ce que tu veux pas avoir, tu peux l'avoir grâce à la spike. Non, vraiment, moi je pense que ce qu'on a appelé un vaccin, en fait, c'est un sujet marketing. Faut mieux appeler ça un vaccin comme ça qui peut être contre. Mais globalement, il y a une forme de vaccination dedans, puisqu'on met en présence de ces système immunitaire une spike en disant regarde, si tu vois une spike, tu l'attaques. Maintenant, c'est vachement moins bien que de donner l'ensemble des protéines qu'il y a dans le virus. On donne juste une des protéines du virus. Et l'immunité, c'est quand même vachement plus complexe que ça, parce que dans l'immunité, tu as l'ensemble des anticorps que tu vas attacher à différents sites sur ta spike, mais aussi sur le reste du virus. Et c'est cet ensemble d'anticorps qui font que ton système immunitaire reconnaît un danger, identifie comme c'est bien ça, chef, on est face au gros terroriste, tu vois. Alors que sinon, sur une spike, tu t'aperçois que tu as des anticorps qui peuvent être dans certaines conformations des anticorps facilitants par rapport à des anticorps neutralisants. Et c'est probablement ce qui explique qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un rapport qui est sorti au Danemark qui disait que 97% des gens qui avaient le Covid au Danemark avec le variant Omicron étaient vaccinés. Okay. Donc tu as une surreprésentation des vaccinés, possiblement parce que, une des hypothèses serait que ces injections ont créé des anticorps, certes, mais des anticorps qui, hors contexte, c'est-à-dire sans les autres anticorps du reste du virus, ne sont pas très utiles, avaient tendance à augmenter l'infection du virus quand tu es face au virus. Ce qui est des trucs... Mais encore une fois, pourquoi est-ce que le corps s'emmerderait à avoir environ 10 000 points de contact avec un virus si juste un de ces fragments suffisait? Bon. Donc, et en plus, c'est quand même un peu idiot d'avoir choisi la spike, d'avoir choisi de produire la spike avec cette injection, parce que justement la spike est le truc qui déclenche donc ce système, donc ce que j'évoquais avec l'angiotensine, c'est ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine, qui est un truc que je ne connaissais pas il y a 3 mois. Donc c'est Jean-Marc Sabatier qui nous en a parlé, et qui système rénine-angiotensine est le moteur, est un régulateur de beaucoup de choses dans le corps. C'est un truc qui est aussi important que le système de maintien de la température, ou de maintien de l'acidité, ou donc pour faire court, pour conclure, l'adaptation, outre l'adaptation pour l'absorption avec la bile, avec la question d'avoir une bile qui va trop loin, avec pour certains une absence de bile du fait de déficience du foie, etc., qui fait des blottings, etc., des ballonnements. Tu as aussi les problèmes des gens qui ont des problèmes qui sont masqués par leur façon de fonctionner, mais qui apparaissent avec le carnivore,
mais elles étaient déjà là, qui sont par exemple les SIBO, des proliférations de bactéries pathogènes dans l'intestin grêle, qui normalement n'a pas de bactéries, qui est très propre, mais avec beaucoup de sucre en permanence, ça va amener les bactéries à sortir du côlon pour aller jusque dans ton intestin, et c'est assez délétère. Donc si tu enlèves, tu vois, des choses comme ça qui doivent être traitées médicalement en parallèle de ton changement de régime, mais que ton changement de régime peut faire apparaître, donc des dysbioses en fait. Si tu enlèves ça, la plupart des gens qui n'ont pas fait d'excès dans un sens ou dans l'autre avant, en quelques semaines vont basculer dans le cétogène, en quelques mois vont être suradaptés au cétogène, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour au niveau de la respiration cellulaire, qui est un bon équilibre de ces enzymes qui permettent de découper les chaînes d'acides gras pour faire des acétyl-CoA qui font l'énergie. Mais ça étant fait, on se retrouve à ce moment-là dans un régime assez idéal en matière de production d'énergie par rapport aux déchets que ça produit. Donc il y a un problème social évident, hein, c'est-à-dire que dire à tout le monde que tu es carnivore, c'est un sujet. Il y a un problème d'adaptation de ton absorption intestinale, et il y a un sujet de passer d'un j'ai du mal à faire la bêta-oxydation des acides gras à je suis un monstre de production d'énergie, j'ai plus froid, je n'ai plus froid l'hiver, j'ai de l'énergie pour faire du sport que je n'imaginais plus, je prends du muscle, je perds du gras, tout ce que tout le monde veut avoir sans avoir à se forcer, sans avoir... Alors, si tu as besoin un peu de te forcer au début, quand tu rentres dans le carnivore, parce que tu mangeais pas assez de viande. Donc le vrai sujet, à chaque fois que tu vas sur un format américain et que tu vois des gens qui commencent à dire « Ah mais je viens de commencer le carnivore depuis 2 semaines et j'ai des problèmes, j'ai mal à la tête, j'ai machin », la réponse systématique, mange plus. C'est tu as besoin d'au minimum des 2 grammes de protéines par jour et par kilo, soit 10 grammes de viande par jour et par kilo, soit... Oui, les gens vont pas instinctivement aller prendre, comme on a fait ce midi, 700 grammes. Voilà. Tu vas chez le boucher et tu prends 700 grammes et il te dit « Ah, vous êtes 5 ?» Bah non, je suis tout seul, pourquoi? Si vous voulez venir, je vais vous en prendre 700 de plus. Et si tu fais pas ça, donc pour une femme de 50 kilos, c'est 500 grammes. Bon, 500 grammes, il n'y a pas beaucoup de femmes de 50 kilos qui s'avalent 500 grammes de viande. Donc au début, il va falloir se forcer jusqu'au moment où tu feras après ce dont tu as envie. Mais au début, c'est pas ce dont tu as envie parce que t'as pas calibré ton envie. Donc ça demande un temps d'adaptation, quoi. Ça demande un temps d'adaptation. Ça, tu as besoin de te forcer pour le premier mois à bien manger tes 10 grammes par jour et par kilo. Ce qui est cool, c'est que... Et ce que je trouvais cool, c'est de le faire 2 ans plus tard. Et toi, voilà, ça fait 4 ans que tu le fais. C'est que souvent, il y a des gens qui vont faire un truc 15 jours et vont dire « ça me va pas ». Toi, ça fait 4 ans que tu l'expérimentes et qu'en plus, tu te documentes et tu as cette curiosité scientifique d'aller comprendre comment ça fonctionne. Ce serait cool, dans quelques années, de refaire un point encore et de voir vraiment, tiens, t'as pas de beurre dans les artères, tu te sens bien, t'as pas de problème particulier, et de montrer la preuve par l'expérience que Alors, ça fonctionne. C'est jamais qu'anecdotique, hein. Ça a marché sur moi, qu'est-ce que ça prouve? Rien, c'est que pour l'instant je suis pas mort. Maintenant, il y a des carnivores de long terme aux États-Unis qui sont à 10-15 ans avec une forme extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, moi je vous recommande de regarder 2 personnes en particulier, 2 femmes. Il y en a une qui s'appelle Kelly Hogan et l'autre qui s'appelle Amber Oren. Donc Amber l'a fait parce qu'elle avait des problèmes de troubles bipolaires qu'elle a résolus. Comme Michaela Peterson parle de ses troubles aussi neurologiques. Alors, Michaela Peterson parle de ses troubles neurologiques. Elle avait des graves dépressions et elle avait aussi des très graves... elle avait une maladie auto-immune.
avait une maladie auto-immune qui attaquait ses articulations. C'est ça. Elle avait déjà un remplacement de hanche et un remplacement de cheville à 18 ans. Ouais. Donc hallucinant. Et tout ça est en rémission. Aussi bien l'aspect dépression que l'aspect articulaire. C'est impressionnant. Hein. Donc Amber, c'est pareil, mais c'est en plus une scientifique de haut niveau qui fait un blog avec énormément d'articles sur toutes les questions du carnivore. Elle a monté Carnivoricom, donc une conférence sur le carnivore. Après Comic-Con, il y a... Écoute, je devais y être à la deuxième édition, qui était en mai 2020, donc ça n'a pas eu lieu. Et ça se déroule dans quelle ville? À Boulder, Colorado. Okay. C'est la banlieue de Denver. Okay. Donc Denver, ouais. Pas d'Anvers, en Belgique. Quoi. Non, de Denver, Denver, Colorado. Bref, Boulder, c'est les gros blocs que laissent les glaciers C'est ce qu'on appelle aussi en escalade c'est les gros blocs qui montent sur les parois, c'est des boulders aussi. Donc Amber, très intéressante. La geek, c'est une geek, c'est une nerd. Et elle est dedans, donc ça te... Et elle est dedans. Et Kelly Hogan, c'est au contraire, c'est la mère de famille qui était grosse, comme souvent les Américaines le sont, et qui a eu un médecin qui lui dit, écoute-moi, voilà la solution, voilà la liste de ce que tu as le droit de manger. Viande, beurre, crème fraîche, œufs, fromage, et fish. Et tu restes là-dessus et tu vas voir ça marcher. Et un an après, elle revient, fait oh mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi votre liste. Ah t'es bien la première qui suit ma liste. Mais le mec il avait compris, c'est un vieux médecin de 90 ans qui avait compris et qui lui avait indiqué ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et elle fait ça, elle, avec des steaks hachés. Hein. C'est pas une fille sophistiquée de attention, il faut machin, c'est steak haché. Et elle est très mignonne. Elle a 40 ans, elle en fait 27-28, tu vois. Elle a 3 ou 4 enfants, enfin c'est vraiment un modèle absolument incroyable, quoi. Elle est présente sur Insta, etc. Faut regarder ça, et elle invite beaucoup de monde. Après tu vas sur riverso.com, qui est le site de Sean Baker, qui est une autre égérie du carnivore. Et là tu as un nombre d'anecdotes sur des gens qui avaient des maladies et qui en ont plus. C'est troublant. C'est troublant. Notamment des gens qui avaient des troubles mentaux, des gens qui avaient des troubles de maladies auto-immunes. Oui, le sucre a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, sucre, huile végétale, protéines végétales et fibres. Par huile végétale, tu entends les huiles extraites à chaud, genre la tournesol, ce genre de choses? Les huiles de graines. Les huiles de graines. Tournesol, arachide, voilà, lin, colza, etc. Olive, ce qui sauve, c'est que c'est pulpe plus graines, finalement. Voilà, en fait, olive, c'est une huile de fruits, comme avocat ou noix de coco. Donc, c'est des trucs qui sont beaucoup plus riches en acides gras saturés. Et tu es persuadé d'ailleurs que non, mais c'est pas très bon parce que c'est graisse saturée. Non, la graisse saturée, c'est bon. Le corps stocke le gras sous forme de graisse saturée. C'est pas parce que c'est mauvais, hein, c'est parce qu'il va devoir le réutiliser. Donc, il faut pas se poser de questions. On a besoin de graisse saturée, et les graisses saturées ne bougent pas les artères. Ce n'est pas ça. Donc pour te dire simplement, ça va faire 4 ans. Je n'ai pas vu de désavantage pour ce qui me concerne. Je vois des gens qui luttent un peu pour y arriver. Je pense que le premier mois est assez crucial. Faut se forcer un mois. Se forcer au sens les doses. Mais globalement, moi je sais que quand j'ai commencé et que j'entendais que Peterson prenait quasiment 1 kilo de viande, mais en fait tu y arrives. Il a d'ailleurs, bon après
Il avait eu pas mal de problèmes de santé aussi, lui, qu'il a réussi à résoudre comme ça, quoi. Alors lui avait des dépressions qui ont réduit de manière considérable. Il avait des problèmes de peau qui ont réduit de manière considérable, des psoriasis et des eczémas. Il a aussi changé en termes de physique, quoi. Oui, tu le vois, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et même dans son parcours, tu vois qu'il a eu une montée fulgurante, un peu corrélée. Il avait déjà son succès. Ouais, tu vois, je pense qu'il avait déjà son succès et que ça arrivait quand même un petit peu après. Ça arrivait un petit peu après, oui. Il en a parlé dans le Joe Rogan, c'est-à-dire qu'il était déjà, tu vois, pour aller chez Joe Rogan, il avait déjà... Oui, bien sûr. Alors ça a bien boosté, hein. Joe Rogan c'est un booster assez sympa. Ouais. J'espère que tu feras la même chose avec tes invités, mais quand il y aura le livre, quand votre livre il sort... Alors quand notre livre sort, alors je pense que j'ai deux projets, j'ai un livre sur le carnivore et j'ai un livre sur les mitochondries. Mais c'est vraiment un autre sujet, mitochondrie, il y a vraiment un truc extraordinaire là-dessus. Mais c'est presque parallèle, tu vois. Oui, bien sûr.